Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous santé du mardi soir. Des problèmes de santé variés, anxiété, déprime ou dépression, troubles du sommeil ou du comportement, burn-out, addiction, peuvent cacher un traumatisme lié à un événement précis survenu dans l'enfance ou plus tard dans la vie d'adulte. Même d'apparence anodine et surtout s'il n'est pas traité, il peut être responsable d'un état de stress post-traumatique incontrôlable et très invalidant par les symptômes volontiers très chroniques qu'il déclenche. Avec nous pour comprendre les différents traumatismes, leurs mécanismes, leurs conséquences et bien sûr leur traitement, j'ai le plaisir de recevoir Madame Eva Drozdowski, psychologue, auteure de Guérir d'un traumatisme avec l'EMDR aux éditions Erol. Madame Drozdowski, bonjour. Bonsoir Serge. Merci de votre présence. Alors notre entretien va se dérouler en 4 parties qui constituent d'ailleurs la colonne vertébrale de votre ouvrage. Alors vous êtes psychologue du travail de formation et vous expliquez que vous avez vous-même été confronté au burn-out. Oui, alors pas personnellement, mais j'ai été confrontée au burn-out effectivement dans mon ancienne activité professionnelle en tant que psychologue du travail dans une grande banque en Suisse, où j'ai effectivement assisté à plusieurs de mes collègues et collaborateurs qui tombaient un peu comme des mouches à une certaine époque lors d'une crise financière et où les personnes souffraient de burn-out, oui. Et là, vous découvrez une méthode que nous expliciterons dans Mhm. la deuxième partie de l'entretien, Oui, l'EMDR, et oui, cela va changer votre pratique. absolument. Alors, on va définir les traumatismes. Vous Mhm. expliquez dans votre livre qu'il y a plusieurs types de traumatismes. Alors, traumatisme, ça vient du grec trauma, blessure. Alors, vous expliquez que ça vient du langage chirurgical, mais par extension, en fait, ça va dans le domaine psychique. Absolument. Le traumatisme psychique est une conséquence d'un vécu traumatique et est considéré comme un événement traumatique, tout événement dans lequel nous sommes confrontés à notre propre mort. En gros, c'est une situation dans laquelle nous sommes en danger de mort ou une situation dans laquelle il y a danger pour notre intégrité physique, mais aussi psychique. Oui, oui, vous dites une rencontre avec le réel de la mort. Oui, c'est ça, absolument, parce que la mort, elle est toujours un peu fantasmée, on ne sait pas ce que c'est. Et puis un jour, on prend conscience, effectivement, dans une situation de danger, que là, tout peut s'arrêter. La mort comme un anéantissement de notre être total. Alors, vous expliquez, vous dites qu'il existe deux grands types de traumatismes, les traumatismes simples et les traumatismes complexes. Oui, alors un traumatisme simple, c'est pour parler d'une situation, d'un événement traumatique. Concrètement, vous vivez une vie jusque-là normale et puis il vous arrive un accident, une agression, une catastrophe naturelle, un incendie, enfin un événement dans lequel vous êtes en danger. Là, on parle de traumatisme simple puisque c'est un événement, il a un début et une fin et une occurrence unique. Donc c'est un traumatisme Mais simple. tous n'ont pas un début et une fin. Exactement. Et là, on parle des traumatismes complexes. On les appelle complexes parce que très souvent, ils démarrent tôt dans la vie du sujet, dans l'enfance. Et puis, ce sont des événements, des situations délétères qui se répètent. Et donc, il y a une chronicité à prendre en considération. Et donc, on les appelle complexes parce que ces événements-là vont venir impacter la structure de la personnalité puisqu'elles vont intervenir à un âge où la personne, où l'enfant se construit psychiquement et l'enfant va devoir faire avec ces événements délétères et donc se construire autour de ces événements. Ils sont plus ou moins violents. Ah oui, ils peuvent être d'une extrême violence, évidemment. Là, on parle des violences psychologiques, des violences sexuelles, des abus sexuels sur enfants, et puis tout type de violence intrafamiliale, enfin toutes les violences qu'un enfant peut subir Parce que dès sa tendre enfance. vous dites parfois ces traumatismes sont moins visibles. Par exemple, le père qui boit, les petites phrases Mmh. dévalorisantes dans l'enfance, des violences éducatives. Oui, absolument, qui sont finalement assez banalisés. Ce sont tous ces petits événements négatifs qui, cumulés, finalement, peuvent avoir un impact, enfin vont avoir un impact aussi important qu'un traumatisme beaucoup plus visible. Là, on parle effectivement de traumatisme invisible, puisque c'est quelque chose qui rentre dans une espèce de normalité pour l'enfant, où il est habitué à ces situations. Et finalement, il m'arrive très souvent dans ma pratique d'avoir par exemple, des patients qui ont été des enfants battus et qui ne le réalisent qu'à l'âge adulte.
J'ai eu dernièrement un monsieur de 38 ans qui me dit: «Mais je viens de réaliser que j'ai été un enfant battu. Jusque-là, pour moi, c'était juste un modèle d'éducation, c'était comme ça dans ma famille, c'est comme ça qu'on élevait les enfants». Alors, on est probablement presque tous victimes. Vous dites on a peu Mmh. de chances d'échapper à un traumatisme. 50 à 100% des adultes ont été confrontés au moins une fois à un traumatisme. Un événement traumatique, oui, bien sûr. On a tous, enfin, c'est quand même rares sont les personnes qui peuvent se vanter d'avoir, Il m'est jamais rien traversé la arrivé. vie, sans jamais avoir, eu, très, très peur pour soi ou pour les autres. Parce qu'on peut aussi être traumatisé par le vécu d'un proche, de nos enfants, de nos parents. Alors vous dites les conséquences dépendent du contexte et de la Mmh. façon dont on a subi le traumatisme. Et vous dites c'est moins l'événement lui-même qui le crée que la particularité qu'il prend pour celui qui le vit. C'est ça, exactement. Il y a la perception que l'on se fait de l'événement que l'on a vécu et puis nous ne sommes pas tous égaux face au traumatisme. Certaines choses vont me traumatiser moi et puis pas du tout vous. C'est, effectivement en fonction de notre résilience, de ce que l'on a vécu jusque-là, de comment est-ce qu'on a été protégé ou pas dans l'enfance. Vous insistez beaucoup sur l'attachement. Ah oui, l'attachement qui est, primordial. Le lien d'attachement que crée l'enfant avec l'adulte, avec son donneur de soins, on appelle en anglais le caregiver. C'est la personne qui va s'occuper de l'enfant, donc généralement les parents, les 2 parents, mais quand les parents sont absents, ça peut aussi être une autre personne de la famille, un relais, et qui va apporter, les soins nécessaires au développement, physique et psychique de l'enfant et notamment les soins, émotionnels, enfin Vous expliquez, toute l'enveloppe, vous oui. dites un enfant sécurisé à l'autonomie pour aller explorer le monde, c'est un facteur de bon développement. Il est protégé sur le long terme, a une meilleure résistance au stress. Alors on va voir tout à l'heure Oui, pourquoi. absolument. Dans l'autre éventualité, il est peureux, anxieux Mmh. et même a une vision négative de lui-même. Bien sûr. Bien sûr, les parents sont les premiers acteurs de la vie de l'enfant et c'est le parent qui doit renvoyer à son enfant ce sentiment, cette sensation de sécurité, en le valorisant, en le choyant, en le cajolant, en répondant correctement finalement aux besoins affectifs de l'enfant. Les 1000 premiers jours sont extrêmement importants. Oui, les 1000 premiers jours, donc c'est ce fameux rapport qui a été, commandé par le gouvernement et dont, Boris Cyrulnik est un des co-auteurs de ce rapport, où il explique finalement l'importance de ces 2-3 premières années, notamment la période préverbale. Enfin, ça se joue vraiment dans les premiers mois, de l'enfance avec, ce sentiment voilà, de sécurité, d'attachement que peuvent apporter les parents à leur enfant. Et vous expliquez, vous dites, il suffit ensuite de pas grand-chose pour que ça dérape, pour qu'il y ait sur un événement qui est un événement mineur, un sentiment de honte ou un sentiment de culpabilité. Et vous stigmatisez bien entendu les réseaux sociaux. Ah oui, alors les réseaux sociaux sont un nouvel outil finalement de traumatisation, chez les jeunes puisque, à travers les réseaux sociaux, les jeunes s'exposent énormément, et évidemment, la comparaison, l'exposition, et puis cette haine qui peut très vite être engendrée sur On les connaît réseaux, bien ici. oui. Vous expliquez, en fait, c'est une comparaison pas seulement à l'autre, c'est une comparaison avec le monde entier. Et on découvre que le corps est imparfait, que beaucoup de choses ne vont pas. Et ça, c'est très pervers, très sournois et très générateur de frustration. Ah bah oui, bien sûr, qu'on se compare à des personnes, à des vies auxquelles on n'avait pas accès avant. Finalement, il y a encore quelques années, on se comparait à son voisin. On regardait, voilà, est-ce que son voisin avait une herbe plus verte dans son jardin que la nôtre? Et puis aujourd'hui, on se compare évidemment au monde entier. Donc c'est infini, le mal est infini. On ne peut que renforcer cette mésestime de soi, cette perte de confiance en se comparant à des personnes qui ont des vies qui ont l'air tellement idéales et que la nôtre à côté nous paraît. Vous dites c'est plus important pour les filles, d'ailleurs, sont plus gênées que les garçons. Les filles sont sont effectivement sont plus sujettes à ces dépressions liées aux réseaux sociaux, hein. Alors, comment ça se passe dans la tête? Comment le cerveau traite les informations? Alors, vous dites il faut un environnement riche, stimulant. Et là, on a un développement qui est un développement sain et optimal, c'est ça? Absolument. Et puis dans le cas d'un événement traumatique, dans le cas d'événements délétères, en fait, le cerveau est émotionnellement débordé par ce qui lui arrive. Et donc, il y a à ce moment-là un espèce de déraillement, une disjonction au niveau cérébral qui fait que le cerveau ne traite plus l'information correctement comme il doit le faire dans son expérience de vie normale. Et c'est là qu'intervient effectivement cette espèce ce coincement au niveau cérébral quand il s'agit d'un événement traumatique.
Et vous dites, le cerveau, fabrique des croyances Mmh. et que malheureusement, dans les 3 quarts des cas, ces croyances sont négatives. Oui, alors il y a, effectivement une étude qui a révélé que 70 de nos croyances, 70 de nos pensées dans la journée sont des pensées négatives. Alors imaginez si on pouvait inverser cela et au contraire vivre avec 70 de croyances et de pensées positives tout au long de la journée, je pense qu'on changerait, littéralement notre vision, des choses et du monde qui nous entoure. Mais vous expliquez qu'on peut agir sur ces croyances, limitantes, ou négatives. On a beaucoup de méthodes de psychothérapie. Oui, bien sûr, heureusement. Alors, encore une fois, ces croyances-là prennent très souvent leur naissance, dès le plus jeune âge, finalement, les croyances négatives que l'on peut avoir à son encontre. Et puis, évidemment, elles interviennent, elles explosent littéralement au moment d'un événement traumatique où on a toujours, en tant que victime, une croyance culpabilisante, «J'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, j'aurais dû agir différemment» et qui accompagne, bah, l'événement traumatique. Vous dites, dans notre, environnement, on a fort heureusement, des ressources et on en a Mmh. plus que nous le pensons. Mmh. Oui, absolument. Les ressources sont, tout ce que l'on va pouvoir utiliser pour se sortir d'une situation, négative. Alors, les ressources intellectuelles, les ressources financières, les ressources, sociales, affectives, enfin tout ce qui peut, nous entourer, nous protéger et tout ce qui peut, être comme un levier pour nous pour se sortir d'une situation, compliquée. Et l'importance de la parole après un événement Ah, traumatisant. oui, bien sûr, l'importance de pouvoir débriefer, l'importance de pouvoir en parler sans honte, sans culpabiliser, l'importance de l'écoute de la personne en face qui accueille cette parole, et de pouvoir de se sentir compris, en fait. Les cellules d'accompagnement après, un attentat sont quelque chose de très important. Oui, c'est très important, sans pour autant d'ailleurs parler de l'événement en lui-même, mais de pouvoir, voilà, de ne pas rester sidéré, de ne pas rester coincé dans ce qui vous vient de vous arriver, mais de pouvoir, en fait, d'être entouré. L'humain dans ces moments-là est très important, de pouvoir avoir, un entourage, des gens qui prennent soin de vous et qui vous écoutent et qui sont là. Alors vous dites, on peut travailler, soi-même, avec des techniques qui sont des techniques, d'auto-apaisement. Là, Mmh. vous citez dans votre livre le lieu sûr, qui Oui, est une méthode où voilà, une oui, méthode mentale dans laquelle on se sent bien. C'est oui, son point ressource, c'est ça? Enfin, oui, c'est son presque endroit une ressource? c'est ça, c'est ce qu'on appelle un peu sa safe place. Oui, c'est ça. C'est finalement une forme de méditation, c'est de s'imaginer dans un endroit dans lequel on se sent au calme, en sécurité et de s'imaginer évoluer dans cet endroit et de vraiment, accentuer, dans cette forme de méditation ou dans ce cheminement mental, de s'arrêter sur tout ce qui vous plaît, voilà, l'environnement, de développer ses sens, enfin voilà, tout ce que vous voyez, l'odorat, le toucher, enfin de se concentrer sur tout ce qui peut se passer dans cette sphère, dans ce lieu. Enfin, par exemple, pour vous, ça peut être une promenade en forêt, que vous faites, chaque dimanche, en famille. Bah, voilà, concentrez-vous sur cette promenade en forêt, l'odeur des arbres, de l'herbe, de la fraîcheur du vent sur votre peau et là, vous allez, renforcer, des connexions synaptiques positives qui vont vous aider à changer d'état émotionnel. Où vous allez pouvoir passer d'un état, un peu stressé ou angoissé à un état plus apaisé et plus serein. Vous avez prononcé tout à l'heure, le terme de résilience. Alors on ne va pas Mmh. s'étendre dessus, mais vous dites, il faut avoir expérimenté le bonheur pour pouvoir le reconnaître et savoir le retour des jours heureux possibles. Oui, c'est C'est ça. là-dessus que s'appuie la Oui, résilience. exactement. La résilience s'appuie sur le fait de, bah oui, sur notre connaissance du bonheur, même très primitive, mais en tout cas avoir déjà connu des émotions, des sensations heureuses pour pouvoir y retourner, pour avoir envie d'y retourner, pour avoir envie que cet état-là se revienne ou se prolonge. Alors, Mais parfois, un état de stress post-traumatique peut s'installer. oui, suite à un événement, un vécu traumatique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Vous dites que euh, c'est un conditionnement de peur, en fait. Oui, effectivement, c'est un conditionnement de peur. En fait, au moment où vous vivez une situation, traumatique, cette situation-là, quand elle n'est pas, je dis souvent, j'emploie le mot, digérée. Elle est digérée ou elle n'est pas digérée. Puisque évidemment, vous allez vivre des situations traumatiques que vous allez, réussir à surmonter et d'autres non. Et elles vont rester, coincées comme une espèce d'indigestion, prête à revenir avec l'effroi que vous avez ressenti au moment, de l'événement, la peur, l'effroi, la sidération, les émotions, les sensations négatives dans votre corps aussi,
Si vous pensez à un événement qui vous est arrivé il y a quelques années, un événement traumatique, ou en tout cas qui vous a bouleversé émotionnellement, si encore aujourd'hui, en y pensant, vous avez des réactions physiologiques ou des émotions très négatives, si vous sentez que ça vous fait encore quelque chose, eh bien probablement que cet événement-là n'est pas tout à fait digéré. Et que n'étant pas digéré, cet événement-là continue encore à agir sur vous. Il est fréquent, vous dites, une personne sur 10 pourrait être atteinte de stress post-traumatique qui touche toutes les tranches Mhm. d'âge, autant les victimes que leur entourage. Et vous donnez des chiffres, près de 20% des témoins des attentats de Charlie Mhm. et de l'hypercacher ont présenté un syndrome Mhm. post-traumatique. Oui, absolument, absolument. Et j'ai encore aujourd'hui des patients qui n'ont pas été directement confrontés, qui n'étaient pas sur les lieux, mais qui étaient simplement spectateurs de ce qui s'est passé et qui sont aujourd'hui, portent encore Il y a, aujourd'hui les stigmates il y de a cette... des soignants, des policiers qui ont été victimes du stress Ah oui, bien post-traumatique. sûr. Alors ils sont en première ligne, c'est les personnes les plus touchées, puisqu'elles sont témoins, les premiers témoins, les directs témoins de l'horreur qui se passe. Alors, les symptômes du stress post-traumatique, essentiellement, c'est des souvenirs qui arrivent en flash, c'est ça? Alors oui, ça peut être des flashbacks, des réviviscences, des ruminations, des cauchemars, où vous revoyez, vous revivez l'événement traumatique, où vous pouvez être déclenché par quelque chose par une situation qui ressemble à l'événement que vous avez vécu. Ça peut être une odeur, ça peut être une image. Et puis évidemment, quand ces troubles-là sont chroniques, quand ils s'installent, eh bien vous avez toute la panoplie derrière, hein, d'épisodes dépressifs, d'anxiété, de stress, voilà, d'être émotionnellement un peu, enfin d'avoir un déséquilibre émotionnel en fait. Mais il existe des méthodes, dont Mhm. celle que vous nous présentez dans ce livre-là, qui est le MDR, qui permet d'agir sur le graffiti que représente le traumatisme. Oui, absolument. Vous dites c'est une marque qui n'est pas indélébile, on peut restaurer l'état antérieur. Oui, absolument. Alors, Expliquez-nous un tout petit peu le MDR. ah oui, donc le MDR, d'abord, c'est un acronyme anglais qui signifie Eye Movement Desensitization and Reprocessing. C'est une thérapie brève. Donc là où c'est intéressant, c'est que c'est une thérapie qui va aller au cœur du sujet. On va aller chercher la cause du trouble dont vous souffrez aujourd'hui, la cause des symptômes que vous avez. C'est une thérapie qui va venir chercher la raison, enfin la source même, la cible mère de tout la problématique présente que vous pouvez avoir dans votre vie aujourd'hui et des symptômes dont vous souffrez. Et c'est une thérapie qui va venir désensibiliser cet événement traumatique, le désensibiliser. Oui. Alors ça naît avec le retour des soldats de la guerre du Vietnam, c'est ça? Oui, alors c'est une thérapie qui a été créée en 1987 aux États-Unis par Francine Shapiro. Vous dites par hasard presque. Alors oui, alors la légende dit qu'elle se promenait à Central Park, elle était en train de, elle souffrait d'un cancer à l'époque, et puis bon, elle ruminait des pensées Elle très balaye son négatives. regard C'est et ça, elle balaye son regard et elle se dit tiens, je me sens mieux après cette balade, enfin je me sens mieux maintenant que tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? Alors elle s'est rendue compte qu'elle faisait ces mouvements oculaires, elle a reproduit cela un oui, nombre de fois elle fait incalculable. derrière quand même un travail, Oui, qu'un oui, essai bien sûr, oui, contrôlé, oui. c'est pas Absolument. simplement Non, non, non. voilà. Il y a derrière un très gros travail de recherche, un travail scientifique. Et d'ailleurs, le MDR aujourd'hui se targue d'une vingtaine ou trentaine publications scientifiques qui valident l'efficacité donc scientifique de Oui, cette thérapie. la HAS La HAS, l'entre dans cette oui, état depuis depuis 2007, 2007, c'est oui, ça? l'OMS également depuis 2013, comme étant la thérapie indiquée pour les états de stress post-traumatique. Comment ça marche? Alors, vous le disiez tout à l'heure, Mhm. je reviens dessus parce que c'est important, c'est donc une thérapie qui a été très vite appliquée sur les vétérans du Vietnam et aussi sur les agressions de victimes sexuelles. Alors, comment ça marche? C'est une thérapie qui finalement se déroule assez rapidement. Il y a une première séance où l'on fait connaissance avec notre patient, avec sa problématique. Vous allez trop vite sur le mécanisme Oui, proprement dit du oui, balayage des sur yeux. Alors, les mouvements en oculaires. fait, voilà, Oui, alors dans c'est cette ce qui se passe dans thérapie, le sommeil, je crois. oui, absolument. C'est une thérapie qui utilise les mouvements oculaires que l'on appelle des stimulations bilatérales alternées. D'accord. Alors,
c'est un nom un peu voilà, Mmh. scientifique. On le simplifie en appelant ça des balayages. La personne évoque son souvenir traumatique avec les émotions qu'elle a ressenties au moment de l'événement. Et puis, on lui demande de suivre le mouvement de notre main. Donc, on procède par balayage devant ses yeux. Donc, on va venir stimuler finalement le nerf optique. Et la personne va donc suivre ces balayages, une vingtaine de balayages, durant lesquels la personne va commencer à faire des associations. Ces balayages vont finalement stimuler un processus neurophysiologique très simple que Une nous espèce avons de tous en nous. désensibilisation du souvenir, comme vous C'est dites? ça, on va relancer en fait au niveau cérébral ce mécanisme que nous avons tous et qui est le traitement de l'information. En fait, notre cerveau traite à tout moment l'information de notre environnement. Ce traitement, ce Pas système toutes les de informations, fort heureusement. pas toutes, nous les sélectionnons bien sûr, mais en tout cas, notre vie est faite d'expériences. Et ce traitement de l'information, nous le faisons déjà naturellement la nuit pendant la phase de sommeil paradoxal, que l'on appelle d'ailleurs en anglais le REM sleep, le Rapid Eye Movement Mmh. Sleep. C'est une phase de la nuit qui est très importante, donc elle intervient, ce sommeil paradoxal intervient durant tous les cycles de sommeil, et c'est le moment de la nuit où vous rêvez, où vous consolidez les apprentissages, et c'est le moment de la nuit où votre cerveau présente une activité cérébrale très intense puisqu'il traite justement les événements de la journée qui viennent de s'écouler. Donc tout ce que vous avez vécu dans la journée, le cerveau le reprocesse la nuit, d'où les rêves que vous faites ou vous rêvez, vous refaites finalement en rêverie ce que vous avez vécu dans la journée de façon symbolique très souvent. Mais c'est un travail qui est nécessaire. Si on vous prive de sommeil paradoxal, Bien sûr. vous risquez d'être beaucoup moins efficace le lendemain, d'avoir peut-être des trous de mémoire, d'être beaucoup moins bon dans ce que, notamment si vous avez appris quelque chose la veille. Et donc c'est ce processus que l'on remet en route à l'état éveillé quand le patient nous évoque son événement traumatique. En fait, on lui redonne finalement une deuxième chance à ce moment-là de retraiter son souvenir traumatique. Traitement qui a été coincé au moment où il a vécu cet événement traumatique, Ah coincé bon? par cette sidération au moment où il a vécu l'événement. Et bien là, en thérapie, on lui demande de se remémorer cet événement, on procède avec ces balayages, et puis la Voilà, ça personne. avait été caricaturé où effectivement on a l'impression que la séance de MDR, c'était juste passer la main devant les yeux et en fait on comprend dans votre ouvrage que c'est un véritable travail de thérapie, un Bien travail sûr. sur la connaissance de soi. Et bien sûr, c'est un outil de la thérapie EMDR, mais ça ne se résume Voilà, pas qu'à cela. Oui. c'est pas de l'abracadabra. Non, ce n'est pas de la cadavra, Comme... il y a une vraie validité scientifique derrière, donc non, c'est tout à Alors, fait. dans votre livre, vous expliquez, en fait, bon, ça se passe en 3 temps, 8 phases. Mhm. Là, nos auditeurs pourront effectivement se référer. C'est plus là pour les thérapeutes, Oui. mais là, on est dans une émission qui est une émission plutôt d'information et de sensibilisation. Les limites, finalement, de l'EMDR, il y a pas de contre-indication à proprement parler. Alors écoutez, il y en a très peu. C'est une thérapie qui vraiment peut être indiquée voilà, de 7 à 77 ans, pour autant que vous soyez motivé à faire cette thérapie, puisqu'il faut être prêt à revivre l'événement traumatique en séance. Donc l'importance d'être très bien accompagné pendant Une cette bonne thérapie. relation thérapeutique. Une bonne relation thérapeutique, donc bien se renseigner sur le thérapeute que vous allez Vous insistez rencontrer. beaucoup sur la formation du Oui, bien thérapeute. Bien sûr, évidemment, le feeling est bien sûr. important. Le feeling est important, mais le EMDR étant une thérapie validée scientifiquement avec un protocole, vous l'avez dit, assez strict et rigoureux qu'il faut suivre pour pouvoir reproduire notamment les résultats finalement positifs de cette thérapie. Donc l'importance de trouver un thérapeute qui a été formé par l'Institut français de EMDR en France, qui est voilà, l'institut Voilà. reconnu. En euh, conclusion, finalement, il n'y a pas de fatalité. Vous et expliquez non. que le malheur peut frapper très fort, mais Mhm. qu'il est possible d'atténuer la souffrance. Et vous dites, nous sommes nos maîtres à bord, tout autant capables de nous rendre malades que de nous guérir. Oui, absolument. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Guérir d'un traumatisme avec le MDR. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Serge.